Merci d'être avec nous pour cette discussion ce vendredi 30 septembre 2022. C'est l'heure de Ça se discute. Je suis avec Cécile Tonoukoui, administrateur culturel. Bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir chers téléspectateurs. Nicolas Sokwetin, journaliste, bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir à tout le plateau, bonsoir chez vous. Et donc, nous pourrons être rejoints par la suite par Winner Innocent Godonou. Nous avons 3 sujets dont nous allons débattre ce soir. Le tout premier, il s'agit de l'adhésion du parti DUD ou de l'adhésion individuelle de Valentin Aditi Roudé et de ses membres dans le parti Union Progressiste Le Renouveau. Il a choisi le parti du Baobab et de l'Arc-en-Ciel. Nous allons rapidement suivre ces éléments-là. De la rédaction, il s'agit du point de la cérémonie officielle d'adhésion et des impressions de quelques participants. Aditi Roudé et le président Joseph Jobenou, ensemble, sous le même drapeau, pour la cause de notre pays. Valentin Aditi Roudé et Joseph Jobenou accueillent majestueusement à la cérémonie consacrant la dissolution de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD et l'adhésion de ses militants à l'Union progressiste, le Renouveau. Entamées depuis peu, les négociations ont abouti à bon port et la DUD, créée en 2018 pour apporter son soutien au gouvernement de Patrice Talon, revient à la charge après un virement dans l'opposition. Vous nous avez activement mandatés, militantes et militants du parti DUD, pour annoncer à la face de l'opinion publique nationale et internationale la nouvelle option qui est la nôtre. Nous avons pris la difficile mais responsable décision de dissoudre notre parti DUD, dont nous sommes membres fondateurs et actifs, pour adhérer au parti UP Le Renouveau et par voie de conséquence de renouer avec la mouvance présidentielle que nous avons initialement contribué à asseoir. C'est désormais aux côtés de Joseph Jobenou que Valentin Aditi Roudé et les siens vont poursuivre leur marche politique, déterminés à œuvrer pour le progrès du Bénin et la victoire de l'UP Le Renouveau au soir du 8 janvier 2023. Nous avons fait le choix du baobab coiffé de l'arc-en-ciel. On le sait. Le baobab, c'est un arbre à Aditi. C'est au branchage de ce roi de la savane que les tempêtes et les torrents lapent de leurs flots sans jamais s'inquiéter, que nous nous résolvons à greffer notre organisation politique et nous allons déployer toute notre force, toute notre intelligence, toute notre volonté à enraciner ces valeurs. Pour le président de l'UP Le Renouveau, c'est un acte courageux, bien que difficile, que vient de poser responsable et militant de la DUD. Le sacrifice que vous avez fait en la dissolution du parti DUD est un sacrifice douloureux, sans doute, il ne faut pas le nier. Douloureux, mais nécessaire. C'est un sacrifice. C'est une disparition renaissance. C'est un sacrifice, non pas pour vous-même, mais pour le pays. Et nous tenons à saluer ce sacrifice. L'on dit que l'Union progressiste Le Renouveau est le premier parti du Bénin. L'Union progressiste Le Renouveau n'est pas encore grand, il n'est pas encore premier, mais avec vous, il le sera. C'est sur ces mots d'invite et d'exhortation des nouveaux adhérents que le président Joseph Jobenou a mis un terme à cette cérémonie. L'Union progressiste a fait tout le travail et que au soir du 8 janvier 2023, l'Union progressiste s'assure d'avoir les 100% des sièges. Parce que nous venons d'assister
à la seule personnalité que nous appelons le dinosaure de la 6e circonscription électorale qui vient de s'ajouter au groupe. Donc il n'y a plus de personnalité politique dans notre circonscription qui n'est pas dans l'Union progressiste et renouveau. Et ça, tel que c'est dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement les mots, c'est à accompagner des faits et gestes. Donc sur le terrain, le travail recommence à nouveau. La nouvelle classe dirigeante de l'Union progressiste, on ne peut avant tout et après tout d'abord leur tirer un chapeau parce que ce que vous êtes en train de voir ici, c'est des discussions, c'est des débats, c'est des conciliabules de plusieurs jours, plusieurs mois et cela mérite, c'est à l'actif des membres du bureau politique de l'Union progressiste et à sa tête le président Djokbenou que nous remercions avec beaucoup de ferveur. Il fait la fierté d'une génération. Je suis d'abord très ému de l'arrivée de parti de UD dans la range politique de l'Union progressiste de renouveau et l'arrivée de son président Aditi Valentin Koudé non seulement va donner du poids au parti UP le renouveau mais également va apporter une couche en matière de l'expérience parce que quand on voit les politiciens comme Valentin Aditi Koudé, c'est des gens qui ont de l'expérience et ça va nous favoriser la tâche sur le terrain. Et donc, ceci, oui, cet élément-là que nous venons de retrouver et de suivre une production de la rédaction, on parle déjà d'accompagner les faits, les propos de faits et d'actions sur le terrain. Oui, je pense que les états-majors des partis politiques à la veille des élections législatives de 2023 s'activent. Et c'est dans cette logique que nous avons vu tous les coups d'éclat que fait l'UP, devenu l'UP le renouveau et qui aujourd'hui continue de faire son ancrage dans différentes parties en ralliant à sa cause différentes personnalités politiques de notre pays, que ça soit des personnalités dont la sensibilité reste de la mouvance et aujourd'hui nous avons des sensibilités de l'opposition qui rallient également à cette cause. Je pense que c'est une prouesse qu'il faut saluer et qu'il faut vraiment reconnaître parce que ce n'était pas évident dès le départ. Nous avons été surpris par le ralliement du PRD à l'Union progressiste. Aujourd'hui, nous avons eu quelques partis également qui soutenaient l'action du gouvernement qui se sont ajoutés et aujourd'hui, nous avons eu qui le croyait, et c'était pas évident, le président de LNA, donc en la personne de Théophile Yarou, qui a fait son ralliement également à l'UP, et après ça, nous voyons l'honorable Aditi Koudé qui revient en force et qui dit qu'il va là justement sous l'Iroko, enfin sous le Baobab, pardon, avec l'arc-en-ciel, travailler à rendre plus dynamique l'UP le renouveau et qui travaillera de toute sa force et de toute son intelligence. Je pense que c'est des propos qui viennent justement ajouter à cette dynamique déjà mise en place au niveau de l'Union progressiste le renouveau pour étaler cette tentacule à divers horizons pour que en termes de représentativité, en termes de dynamique au niveau de la base, que tout soit huilé pour que au soir des élections législatives du 8 janvier 2023 prochain, ce parti-là puisse confirmer encore son hégémonie et sa représentation nationale en tant que parti de premier plan sur l'échiquier national. C'est ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nicolas, on a entendu Valentin Aditi Koudé dire que le Baobab est un arbre additif. Oui, Aditi, c'est pour faire allusion au fait à la grandeur donc de ce parti politique. C'est bien hein, pour le mercato estival dans la politique désormais. Et il faut dire quand même que c'est une grosse pêche hein, pour l'UP, pour Djokbenou et les siens. Après le PRD qui coiffe la 19e et la 20e circonscription,
La 6e circonscription vient d'être encore ajoutée pour dire que oui, nous sommes dans la bonne marche de la vision du président Patrice Talon qui est d'avoir de grands rassemblements. Mais là, avec cette pêche, je crois que franchement, on est en train d'aller, en tout cas, à cette vision qui est d'avoir de grands partis politiques pour le Bénin. Et le couac pour moi dans tous ces ralliements politiques à la veille d'une élection, c'est déjà deux choses que je veux rapidement souligner. C'est, je ne sais pas, excusez-moi, quand j'écoute l'honorable Valentin Roulé qui disait que c'est la difficile décision de dissoudre le parti DUD. Au fait, ça n'existe plus à partir de son ralliement à l'UP. Je ne sais pas si les uns et les autres anciens états-majors de ce parti mesurent donc la teneur, la portée de leur décision. Parce que je ne sais pas, pour le PRD, quelque chose se rend visible sur le parti politique UP, l'arc-en-ciel. Mais DUD, rien ne figurera. C'est que ça disparaît à jamais. Ce que moi je voudrais espérer, c'est que quand on mesure la portée de son acte comme ça, que le lendemain des élections, quoi qu'en soit ce qui va se passer, quels qu'en soient les résultats, qu'on s'asseye et qu'on accepte. Puisque c'est un acte fort. Fais ce que doit, advienne que pourra, dira Kant. Ça va s'imposer finalement à leur volonté de rester, quoi qu'il en soit, dans ce parti politique. Je crois que celui qui va se féliciter le plus, c'est monsieur ancien ministre, monsieur Djogbenou, désormais président de ce parti, qui va se féliciter d'avoir à côté de lui de si grands noms dans la sphère politique béninoise. Valentin Roulé n'est pas des moindres. On espère qu'il va respecter son engagement et poursuivre la démarche d'aller vers de grands rassemblements comme c'est le cas dans les grandes démocraties. Parce que quand vous allez en France, vous avez la droite, la gauche, même si aujourd'hui le climat politique de l'autre côté aussi c'est un peu mouvant. On veut bien que ces genres de ralliements soient dans la durée, dans le temps et dans l'espace, pour que nous puissions nous faire parler aussi la démocratie béninoise dans d'autres contrées du monde. Oui. Oui, non. Merci beaucoup. Et il faut dire en réalité que la marche vers la victoire est enclenchée. Et je dis que si le leader charismatique du PRD, en l'occurrence le président Mbouidji, a accepté composer, a accepté perdre d'abord son identité politique pour se fondre dans l'UP. C'est vrai, l'UP est devenu le renouveau. Mais vous savez, dans le paysage politique et dans l'histoire politique du Bénin, Maître Adrien Mbouidji a joué un rôle prépondérant dans la démocratisation de notre pays à partir de 90, les conférences des forces vives de la nation. Donc il reste forcément une icône. Et donc si lui il a pu accepter et poser cette vision du chef de l'État, je ne pense pas que Aditi Roudé restera en marge de cette dynamique, étant donné même que lui-même gère un parti politique qu'on appelle Dynamique Unité pour la démocratie. Je peux dire le bon choix, parce qu'aujourd'hui, soit ça passe, soit ça casse. Si vous êtes observateur ou bien vous êtes spectateur de tout ce qui se passe, vous serez responsable de tout ce qui se passera, c'est-à-dire que vous aurez signé la mort définitive de votre parti et donc il a fait un choix. N'oublions pas que dans la localité ou bien dans la région de Zé, c'est quand même un poids lourd qui désormais rejoint le parti de l'Union progressiste, le renouveau. Et que vous le savez, pour les élections passées, il faisait partie en tout cas des figures de proue du Front pour la restauration de la démocratie, du duo
et à Ivo et puis Kérékou, Modeste Kérékou en l'occurrence. Donc il a maintes fois réfléchi, il a résisté. Il a résisté à la main tendue du président de Djogbenou. Mais au finish, il a accepté parce qu'il sait en réalité que c'est dans ce choix-là que réside la survie politique de son parti. Et comme Nicolas le disait, après 2023, après les résultats, il faut que les partis s'inscrivent dans cette durée-là. Je pense que la charte des partis politiques l'a fortement inscrit. Ce n'est pas impossible que ces partis-là retrouvent leur propre identité, mais ça aurait été un combat vilain, un combat, je veux dire, vain, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir encore revenir derrière, puisqu'il y a une vision politique qui est en marche. Et je pense que tout ce qui se passe avec le ralliement du PRD, de RC, de Nathanaël Cotin, sans oublier Elena de Nabil Yarou, pardon, de Théophile, père de Nathanaël Cotin. Ah oui, de père de Nathanaël Cotin, puisque le jour-là, il semble que le jour de l'installation, c'était Nathanaël Cotin qu'on avait vu. Oui, donc, il représentait vraiment le père. Donc, tout ça là, je pense que c'est la marche de la victoire qui est enclenchée avec l'UP et le renouveau. C'est si. Il parlait tout à l'heure, les partis ne vont pas retrouver leur identité d'avant, mais pourraient se retirer pour créer un nouveau parti. Ils ne pourront plus exister. De toutes les façons, ce qu'il faut retenir, la charte des partis politiques n'a jamais interdit la création de partis politiques. C'est un droit de chacun de se rassembler, donc le droit de se rassembler, le droit de disposer de sa vision politique ou de son essence politique accordée par la loi fondamentale. Donc du coup, libre à chaque parti, à chaque individu de se retrouver pour créer un parti politique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une vision et le chef de l'État, en prônant cette vision de grand rassemblement, n'est pas allé pour interdire ou restreindre des libertés, mais ça permet d'avoir une certaine réalité ou une certaine représentativité des forces politiques sur l'échiquier national. Et cela permet justement d'éviter un certain nombre de dysfonctionnements que nous observons au niveau de la classe politique où, pendant longtemps, dans notre jeune démocratie, on a eu que des partis politiques de clans, des partis politiques de zone, où on est même arrivé à développer le concept de fils de terroir. Et ce fils de terroir, lorsqu'il arrive, c'est lui qui prend l'hégémonie sur tout et qui décide de tout, alors qu'il n'a même pas eu un parcours politique édifiant qui puisse permettre à ce qu'on reconnaisse une certaine expérience de lui. Donc, du coup, on fabrique des fils de terroir, on en a vu de par le passé, on les fabrique parce qu'on les combat à des postes de responsabilité et avec les moyens de l'État, ils arrivent à vraiment se positionner dans leur localité pour pouvoir gravir l'échelon et se retrouver à l'Assemblée nationale ou à d'autres responsabilités publiques. Donc, ces réalités-là, aujourd'hui, ne font pas avancer le pays parce que ça ne permet pas d'avoir des partis politiques qui jouent véritablement leur rôle d'animation de la vie politique de notre pays. Donc, en mettant en place ces réformes, c'est pour que, tout en sachant qu'il y a des velléités, des distensions qui peuvent exister au sein d'un parti politique, il y a des règles démocratiques qui permettent de gérer ces divergences-là au sein des partis. Nous avons des gens qui sont dans un même parti, mais qui développent plusieurs tendances au sein de ce même parti. Donc, c'est clair qu'au sein d'un parti, nous pouvons gérer tout ce que nous avons comme opposition ou comme réalité de divergence au sein d'un parti politique. Et seulement, c'est les mécanismes démocratiques au sein de ce parti qui permettent de gérer ces aléas-là. Et une fois que cela est fait, avançons vers une certaine cristallisation des grands ensembles dans notre pays. Aujourd'hui, le processus a démarré avec l'Union progressiste. Beaucoup de partis ont perdu leur identité en créant l'Union progressiste de départ. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est le processus qui continue. Et nous serons bien sûr, on est parti de plus de 300 partis politiques à aujourd'hui avoir
une quinzaine ou une dizaine de partis politiques dans notre pays. Je pense que c'est plus rassurant et ça permet à chacun de faire son âme en termes de militantisme à la base pour remonter jusqu'à avoir une certaine représentativité au niveau des instances de décision des partis politiques. Et je pense que c'est l'école des partis politiques qui se met en place et c'est une initiative citoyenne à promouvoir et non les raccourcis que nous avions connus de part et d'autre pour permettre à des personnalités ou à des gens fabriqués, excusez-moi vraiment le terme, de se retrouver au devant la scène politique. Le combat politique, le militantisme politique devrait être justement une réalité que nous devrons réapproprier et les jeunes aujourd'hui qui rentrent dans la politique doivent savoir que ils ont le temps de se bonifier, ils auront le temps de se former, de faire vraiment les armes qu'il faut et pouvoir défendre les intérêts des partis politiques et les intérêts de l'État une fois que le parti aura gagné le pouvoir. C'est justement dans cette logique-là que aujourd'hui, même si les résultats ou par rapport au positionnement, les intérêts des uns et des autres ne sont pas gérés, ils vont pouvoir contenir cette dissension-là au sein du parti pour que la marche pour les grands ensembles continue dans notre pays. Nicolas, l'animation de la vie politique sera encore plus développée dans notre pays avec les grands rassemblements parce que nous voyons déjà certains partis politiques former leurs militants déjà à certains niveaux. Oui, c'est à mettre sous le compte de la volonté politique du chef de l'État à assainir un peu le climat politique au Bénin. Et ma vision, mon intervention de tout à l'heure, quand j'invitais M. Houdé à prendre le poids de sa décision pour qu'au lendemain des élections, quel qu'en soit le résultat, qu'on n'assiste pas à des dissidences pour faire régénérer un parti politique ou reconstituer. En fait, ça ne nous honore pas. Au fait, quand l'autre disait agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle, et Kant fait voir qu'il faut agir en exemplarité, se donner de l'exemple. Parce que quand vous prenez une décision de ce genre, vous êtes sûr que oui, il y aura des bas, des hauts et des bas. Donc, comme le disait notre confrère tout à l'heure, Monsieur Toncoin, au fait, c'est de ça il est question. Il faut aller à l'école des partis politiques, savoir gérer les distensions, les problèmes à l'interne des partis politiques, que seulement parce que votre intérêt n'a pas été satisfait à un moment donné, que vous puissiez prendre des décisions à la va-vite, de quitter. Et là, moi, monsieur, on a assisté à des trucs pareils pendant très longtemps dans ce pays où des alliances se formaient de façon opportuniste. Et quelques jours après, on observe ces va-et-vient là. Et moi, ça m'a mené à me poser même des questions. Et pourquoi, au nom de quoi faisons ces pactes-là? Au nom de quoi faisons ces alliances? Et je me demandais, est-ce pour sauver le pays? Est-ce pour défendre les intérêts généraux, qu'on s'associait? Je me rendais compte facilement que c'était parce qu'on ne cherchait que soi. La réalisation de soi, ce n'était que ça. Et vous allez voir, quand vous allez interroger ou interviewer un certain nombre d'hommes politiques, ils vous diront clairement la politique, c'est juste d'intérêt. C'est vrai, mais il y a aussi les intérêts généraux qui doivent prévaloir dans les partis politiques. Et la vision du chef de l'État, qui est de corriger, excusez-moi l'expression, un certain nombre de bévues dans les partis politiques, où on n'a jamais eu, depuis 1990, un seul parti politique qui ait pu hisser un homme au pouvoir d'État. Je veux parler de la présidence de la République. On n'a jamais eu un seul homme issu d'un parti politique qui puisse... C'était des alliances. Non, au fait, c'est des alliances circonstancielles qui se faisaient pour élire un président. Jamais un parti politique. Alors là, avec ces géants rassemblements, comme ça se fait au niveau du parti progressiste,
je suis sûr qu'on est en train d'aller vers, progressivement, mais lentement et sûrement, vers cette vision de voir les partis politiques élire le président de la République. Ça, c'est une très bonne chose. Et sauf il faut rappeler des autres que ce que nous voulons, que ça soit dans la quête du pouvoir, dans l'intérêt général, et que ces grands ensembles se maintiennent. Qu'on apprenne, comme le disait M. Touroukoui, qu'à partir de la base, qu'on parte de la base pour se hisser vers le sommet. Et là, c'est beau à voir. C'est ce qui se passe dans les grandes démocraties, aux États-Unis, chez les démocrates, chez les républicains. On ne vient pas de es nihilo. Même dans les pays qui ne sont pas considérés comme de grandes démocraties, quand vous prenez quelqu'un comme Vladimir Poutine, il a il a gravi les échelons pour être là où il est. Et c'est ce que nous souhaitons, c'est temps. Innocent. Oui, je pense que l'intérêt national doit prévaloir. Vous savez, le chef de l'État a eu le temps de parcourir un peu l'histoire de notre pays depuis 1960. Même les partis qui étaient créés étaient des partis claniques, des partis régionaux. Donc, alors que vous savez que dans la devise de notre pays, il y a la fraternité. Nous faisons semblant d'être frères. On dit frères du Nord, frères du Sud. Mais s'il y a frères du Nord, frères du Sud, en politique aussi, je pense que cette valeur doit être forcément partagée. Et la fraternité doit pouvoir amener les partis politiques à s'unir pour faire face aux enjeux politiques et au développement de notre pays. Donc, le fait de pouvoir initier ces réformes qui visent à produire la refonte du système partisan n'est pas dénudé de tout sens, et d'ailleurs encore que c'est un coup historique qui est en train d'être marqué, puisque Nicolas est venu sur un aspect très important. Vous savez, en 90, quand Soglo avait accédé au pouvoir, il n'avait pas un parti politique. En 96, Kérékou était aussi arrivé juste avec le soutien indéfectible d'un certain nombre de cadres politiques. C'est vrai qu'en 2001, on avait créé un parti UBF. Par la suite, Yahi aussi était venu. Il n'avait pas un parti politique solide qui le soutenait. Après, il a créé les FCBE. Et donc, l'objectif du chef de l'État, c'est que forcément, le président de la République, qui incarne l'autorité suprême, doit pouvoir avoir un parcours politique, doit comprendre, au fait, l'animation au niveau de la vie interne d'un parti politique et avoir une vision, une idéologie. Aujourd'hui, on parle des progressifs, on parle des républicains. Alors, c'est une idéologie. Peut-être demain, nous aurons aussi un troisième pôle et on parlera des verts, les écologistes, on parlera aussi des travaillistes comme en Angleterre, et aussi, pourquoi pas, les démocrates d'une manière ou d'une autre. Donc, le paysage politique s'assainit, les choses se mettent en ordre, les idéologies politiques se dessinent et chacun aura forcément un choix à faire si nous voudrons réellement travailler à ce que l'image de notre pays, en tout cas sur le plan démocratique, soit valorisée. Ceci, la dernière question sur ce sujet-là, nous allons en faire un tour de table. Les partis politiques ne devraient-ils pas miser aussi sur la formation au militantisme et au patriotisme? Oui, je pense que c'est une évidence, parce que un parti politique qui ne travaille pas à la formation de ses membres à la base n'existe pas. Et s'ils ne donnent pas les armes à leurs militants à travers les formations, je pense que la partie a vocation de disparaître. Ce n'est que par ça que la fibre de citoyenneté et de militants politiques doit pouvoir rejaillir dans les actes des partisans. Et lorsque je voudrais dire un mot aussi par rapport à ce que nous observons aujourd'hui sur l'échiquier politique national, où les forces de l'opposition se retrouvent encore l'occasion de se rallier à l'Union progressiste qui est de la mouvance. Je veux dire que, en tirer une leçon pour dire que c'est la cacophonie des ambitions de l'opposition aujourd'hui qui fait jouer à la survie politique d'un certain même de ces acteurs à quitter la barque de l'opposition pour rallier à la cause de la mouvance. Et je pense que c'est déplorable d'arriver à une situation pareille où
les forces de l'opposition, au lieu de se mettre ensemble pour également créer de grands rassemblements pour pouvoir jouer valablement le jeu politique et démocratique dans notre pays, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et LNA, c'est une dissidence de ce que nous connaissons. Et voilà, DUD de mouvance, après opposition, maintenant se retrouve encore à la mouvance. Ce genre de chaises et de déplacements. Donc, il va falloir que vraiment les acteurs puissent prendre la mesure de la réalité et se rendre compte que chaque parti doit jouer son rôle, que ce soit de la mouvance de l'opposition, et pouvoir équilibrer le jeu démocratique dans notre pays. Nicolas, militantisme, patriotisme. En tout cas, on ne peut pas aller à la vraie démocratie sans passer par cette formation à la base. Et il faut forcément apprendre parce que en toute chose, il faut s'assurer que la relève est là. Et tant que vous ne faites rien pour que la relève soit assurée, comme le disait l'autre, eh bien, la disparition est en préparation et en téléchargement. Et donc, c'est une école. C'est désormais c'est-à-dire une obligation pour chaque parti politique d'aller là. Et pour rebondir un peu sur ce que disait M. Toncoin, en fait, les partis de l'opposition n'ont pas le choix, désormais, que de se mettre aussi ensemble. Ah, sinon, ce qui est en train de se dessiner risque de phagocyter beaucoup de personnalités de leur camp, quitte à les affaiblir davantage, ce qui ne serait pas du tout bien. Et je crois que le chef de l'État même là ne devrait pas être dans cette vision qui est de voir l'opposition totalement disparaître. Non, pas du tout. Parce que là ce ne sera plus de la démocratie. On reviendrait à l'ancienne vision auquel on a assisté dans les années 72, la pensée unique. Ce ne serait pas du tout une bonne chose. Il va falloir que nos chers grands frères, patrons de l'opposition, réfléchissent à ce qui se fait là. Parce qu'effectivement, ce qu'ils ont perdu là, Valentin Aditi-Roudé qui est parti là, c'est un gros pion qui est parti. Il va falloir qu'ils s'assurent que d'autres ne feront pas pareil. Oui, Innocent. Oui, je pense que le militantisme et le patriotisme, c'est d'abord deux valeurs qui doivent incarner l'action politique. Le militantisme, parce qu'aujourd'hui, il est constaté que la jeunesse se désolidarise et se désengage de tout ce qui est politique. La jeunesse est peut-être déçue d'une manière ou d'une autre à cause d'un certain nombre d'expériences politiques. Mais vous savez, quand vous prenez par exemple un pays comme l'Allemagne qui a 2 grands ou 3 grands partis, ou dans le paysage politique on en a 5, mais il y a les jeunes, chaque jeune a une carte et a forcément une souscription et reçoit des cours, une formation en bonne et due forme. Et déjà même c'est à partir des écoles que les organisations juvéniles, les engagements politiques déjà se forment et le leadership est enseigné. Et donc le militantisme est en train de perdre véritablement ses lettres de noblesse dans notre pays. Vous savez, quand vous parcourez un peu les archives ou l'organigramme des partis politiques ou même de ces grands ensembles-là, vous allez toujours voir qu'il y a un chapitre qui est réservé à la jeunesse. Mais est-ce que ce chapitre-là est fonctionnel, est opérationnalisé? Parce que c'est l'opérationnalisation qui est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas juste la documentation, le fait de pouvoir l'inscrire dans le programme, mais il faut forcément que la jeunesse puisse être intégrée dans les instants de décision. Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a une certaine gérontocratie qui exclut la jeunesse de ces fonctions politiques-là, où on se dit peut-être qu'on n'a pas assez de confiance à la jeunesse. Mais si on n'a pas confiance en eux, c'est vrai que la jeunesse aussi doit pouvoir se battre pour mériter sa place, certes. Mais il faut au moins lui donner un maximum ou un minimum de confiance pour que cette jeunesse-là qui est la relève, qu'on le veuille ou pas, parce que ceux-là qui sont là aujourd'hui sont appelés à disparaître. Donc, il faut forcément qu'ils aient le souci de cette relève de qualité pour pouvoir continuer l'œuvre qui est en train d'être faite. Vous savez, le président Talon
a affirmé d'une manière ou d'une autre qu'il fera 2 mandats et il est en train de tout faire pour réussir brillamment son mandat. S'il a initié à travers ces réformes la formation des partis politiques en bloc, forcément c'est dans la logique de préparer aussi nos relèves de qualité. Qu'on ne dise pas à la fin et qu'on ne soit pas à la fin d'un régime et on fabrique, voilà. On fabrique ou bien on téléporte quelqu'un de l'extérieur et ça crée même une frustration au sein de même parti et ceux qui étaient appelés à travailler ensemble se désolidarisent ou ils travaillent de manière hypocrite à ce que celui qui est porté, puisque lui n'a peut-être pas fait le parcours politique que les autres, ils sont frustrés et ils travaillent maintenant à ce que celui-là ne puisse pas être monté au perchoir. Nous passons au second sujet de la soirée. Ça concerne les artisans. Ils sont au total 80. Ce sont les membres élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin. Ils ont été installés dans leurs fonctions. Mardi dernier, la mission de la CMA Bénin, c'est de défendre et de représenter et de faire la promotion du secteur et la protection des intérêts des artisans et des entreprises artisanales dans notre pays. Cette initiative de la CMA Bénin vise à assainir déjà le secteur de l'artisanat. Oui, ça fait partie des réformes de l'artisanat. Et vous n'êtes pas sans savoir que la vision du gouvernement de la rupture, c'est également asseoir une certaine économie à partir de l'artisanat. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous considérons l'artisanat qui, dans son poids économique, fait tout au moins 13% du PIB, avec une occupation d'une population active de 25%, vous voyez bien que c'est une couche vulnérable qu'il faut justement protéger. Et c'est ça qui a orienté l'identification, le recensement de ces artisans très tôt à travers leur enrôlement au niveau du RAVIP et également à permettre aujourd'hui à ce que nous avons pu avoir comme assemblée consulaire qui est un organe plus représentatif que les confédérations qu'ils avaient de par le passé pour pouvoir leur permettre d'avoir un interlocuteur valable par rapport au pouvoir public. Et n'oubliez pas également que dans cette même logique, il y a le projet Arche qui, dans son volet formation et appui, vient en appoint pour aider cette couche-là à se renforcer, à avoir beaucoup plus de capacité de productivité et pouvoir asseoir une bonne économie au niveau de l'artisanat. Parce que le seul problème qu'ils avaient, c'était un problème de structuration, c'était un problème également de financement des matières premières, et parce que lorsque vous créez un prototype et que vous n'arrivez pas à le multiplier, ce prototype-là ne peut pas avoir droit sur le marché. Donc, il faut vraiment en produire en quantité. Et pour le faire, il faut qu'ils aillent justement faire des prêts ou alors trouver des subventions. Et les structures de financement qui existent sur le marché aujourd'hui n'ont pas intégré la réalité de l'artisanat dans les prêts. Parce que pour eux, tout ce qui vient de l'imagination ou de ces couches vulnérables, parce que ces couches vulnérables n'ont pas une certaine surface financière pour pouvoir rester solvables par rapport à leurs dettes, on ne les inscrit pas au crédit. Donc à partir de ce moment-là, le projet H vient avec son volet financement apporter un appui conséquent à ce secteur-là pour renforcer leur créativité, renforcer leur productivité et leur permettre d'être beaucoup plus autonomes dans le développement. Donc la mise en place de cette assemblée consulaire vient justement corroborer tout ce qui a commencé à partir du recensement des artisans et leur donner une nouvelle configuration au niveau de notre pays. Une nouvelle ère, Nicolas? Bien sûr, c'est une nouvelle ère et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé il y a très longtemps, comme le disait M. Tenoupouin. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu beaucoup de réformes dans ce secteur où ce n'est plus comme avant où les patrons décident de qu'est-ce qu'il faut faire, de l'apprenti, quand est-ce que... Je crois qu'avec cette installation, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Désormais, on ne laissera pas libre cours à chaque patron de décider de
quoi faire de son apprenti. C'est vrai qu'il y aura une certaine liberté, forcément, mais il y aura quand même un minimum qui sera retenu. Et ceux qui viennent d'être installés constituent une institution, forment une institution, et quand on parle d'institution, ce n'est pas forcément, c'est bien différent des syndicalistes. Non, c'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, celui de défendre les intérêts des artisans auprès des pouvoirs publics, la protection de leurs intérêts, assurer la formation, et cela va dans une belle vision du chef de l'État d'assainir le métier, les métiers et les artisans au Bénin. Cela participe aussi à faire en sorte qu'il y ait une véritable représentativité des artisans auprès des autorités, auprès des pouvoirs publics. Et mieux, ceux-là qui viennent d'être installés, comme l'a dit M. Tonkwantoujour, vont permettre à ces chefs d'entreprise d'avoir des couloirs de financement. Ils vont constituer donc des interlocuteurs valables auprès des institutions financières pour ces artisans. C'est heureux que l'installation ait lieu et que ceux-là soient véritablement lancés dans leurs fonctions officiellement pour qu'ils puissent permettre à cette couche qui n'est pas des moindres, 25% de la population du Bénin, c'est important, il va falloir les protéger, leur assurer le minimum. Je crois que c'est dans cette vision que s'inscrit le chef de l'État en créant donc cette institution désormais. Ceux-là ils sont des élus de la nation, parce que c'est cette couche, ils ont fait leur élection très récemment, en juin passé. Oui. Donc, leur installation consacre bien l'entrée en fonction officielle de leur en fonction pour permettre à cette couche-là de s'assurer le minimum pour permettre aussi le développement, parce que le développement, ce n'est pas, comment appelle-t-on, excusez-moi l'expression, l'incantation financière où on dit que nous sommes passés de 5% à 10%, pour que cela soit lisible aussi dans la poche des uns et des autres. Et cette couche, avec leur représentation au Bénin, je crois que c'est énorme. Si ce nombre-là arrive à se sortir de la précarité, je crois que ce sera une bonne chose et relancer donc le pays dans le Innocent, déjà on connaît la mission de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, et ils ont également des défis à relever. Il y a beaucoup de défis dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de défis. Vous savez, d'abord, les deux objectifs clés de ces réformes-là, c'est dans un premier temps assurer une véritable représentation des artisans auprès des pouvoirs publics par une institution consulaire très forte. 80 élus consulaires qui vont représenter en tout cas cette corporation des artisans. C'est un effort louable. Maintenant, pour le deuxième objectif clé, il faut noter l'accroissement en fait de la compétitivité, de la productivité des artisans. C'est en réalité là en fait les vrais défis. La compétitivité. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que l'artisanat béninois peut rivaliser avec l'artisanat nigérian, togolais? Et aujourd'hui encore, il y a une menace qui vient de la Chine avec la contrefaçon. Bon, le Nigeria aussi à côté, je ne dis pas en réalité que le Niger est un pays de fake, hein, non, mais d'une manière ou d'une autre, il y a l'informel qui fait que le secteur ou le sous-secteur de l'artisanat est exposé à un certain nombre de menaces. Les défis, c'est d'abord la compétitivité, et que cette institution consulaire qui est mise en place a des missions principales telles que la défense, la représentation, la promotion du secteur, la protection des intérêts des artisans, des entreprises artisanales auprès des collectivités locales, auprès des institutions de l'État et auprès aussi des institutions internationales. Donc, c'est une mission énorme qui fait appel à des moyens, et je pense que le ministère de tutelle va forcément donner les moyens de leur politique. Et étant donné même à leur installation, ils ont eu la chance de recevoir, pourquoi pas, la visite ou la présence
du ministre du Plan, Biochane. Il y a aussi le ministre Kérékou. Entreprise. Oui, voilà. Donc, 3 ministères déjà qui acceptent d'épauler cette institution consulaire. Je pense que l'urgence des résultats n'est plus à démontrer. Et les défis majeurs, je l'insiste, c'est surtout la compétitivité, la productivité. Vous savez, lors de l'intervention de la ministre des Affaires sociales, elle a insisté sur le fait que c'est un événement historique. Parce que désormais, le Bénin sera compté parmi les pays où l'excellence et le professionnalisme dans le milieu artisanal seront en fait les pays qui font l'effort de faire la promotion du professionnalisme et de l'excellence dans le milieu artisanal. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce défi reste très important dans la mesure où aujourd'hui, il y a une méthode classique, il y a une méthode primaire de fabrication. Et en réalité, il y a aussi les défis environnementaux, parce que la fabrication d'un certain nombre de matières artisanales, d'un certain nombre de chefs-d'œuvre artisanaux nécessite peut-être l'abattage des arbres. Aujourd'hui, je pense que des techniques ont évolué où les artisans aujourd'hui sont conscients de l'enjeu que représente la protection de l'environnement. C'est vrai que la fois dernière, nous avons parlé de l'écotourisme, mais ça va aussi avec l'artisanat. Et donc, on va chercher les produits, les matières recyclables aujourd'hui. Avec des plastiques, on peut réaliser beaucoup de choses pour que l'artisanat puisse aussi contribuer à lutter contre les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés et qui constituent d'ailleurs l'une des grandes préoccupations de l'État et des organismes internationaux. C'est si les patrons ont aussi un rôle à jouer pour aider ces élus consulaires-là. Quand on parle d'artisans, de menuisiers, de couturiers, ci et ça, de peintres et tout, ils ont un grand rôle à jouer pour aider ces élus-là pour atteindre les objectifs. Oui, c'est déjà qu'ils doivent partir du fait que l'informel qui a prévalu jusque-là dans le secteur doit progressivement disparaître pour laisser place à des entreprises et après des industries au niveau de l'artisanat. Parce que la force de tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Si nous avons des prototypes qui sont créés, qui rentrent dans des objets utilitaires pour l'homme, et que ces prototypes-là n'existent pas à grande échelle, il ne constituera pas un marché. Il ne permettra pas que la valeur ajoutée puisse être vraiment ressentie dans la réalité du marché. Donc, le défi, c'est déjà être dans une entité où on sait que c'est une entreprise qui travaille et qui a pour matière première la création des prototypes au niveau de l'artisanat. Ensuite, il faut mettre en place des réseaux pour pouvoir affiner, pour être beaucoup plus compétitif au niveau de la créativité et ensuite arriver à produire à grande échelle, à l'échelle industrielle. Lorsque je prends par exemple une fabrication d'un porte-savon qui est vraiment artistique ou qui sort de l'ordinaire et qui reste unique sur le marché, pour que cela puisse arriver à battre tout ce que nous avons comme porte-savon sur le marché, il faut que cela puisse être produit en quantité et disponible. Et puis on dit que ça c'est le porte-savon made in Bénin et c'est ça qui crée de la valeur ajoutée et qui permet à notre pays de gagner en devises. Lorsque nous arrivons à voir tout ça, c'est clair que le défi va être beaucoup plus relevé et nous aurons un secteur artisanal beaucoup plus professionnel, beaucoup plus dynamique en termes d'invention, en termes de créativité, pour que les brevets même, on puisse les sécuriser davantage dans notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais lorsque nous voyons la façon dont les réformes sont conduites au niveau du gouvernement, vous allez voir que le diagnostic qui est fait, c'est déjà qu'un artisan qui a des soucis de santé, qui ne sait pas comment se prendre en charge, est-ce qu'il peut vraiment créer? Non. C'est pour ça qu'avec le projet H, donc l'assurance maladie pour le renforcement du capital humain, les artisans sont vraiment les cibles
de ce projet-là pour leur permettre une prise en charge en termes de maladie. Donc, régler d'abord la question de maladie et de subsistance et ensuite leur donner, avec le volet formation, renforcer leur capacité d'intervention et après leur mettre un financement à disposition pour qu'ils puissent davantage produire et gagner des devises et avoir une certaine représentativité au plan national et pourquoi pas au plan régional et international pour que l'artisanat béninois ait vraiment le vent en poupe et être représenté au niveau des salons et autres pour que le Made in Bénin soit vraiment un Made in Bénin compétitif à l'échelle internationale. Nicolas, pour le projet H à l'endroit de ces personnes-là, des artisans de notre pays, il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que les microcrédits, il y a aussi la formation et surtout les pensions, parce que nous les connaissons jusqu'à un certain âge, on les retrouve toujours dans les ateliers et puis ils ne font que ça pour assurer leur retraite. Alors ça, c'est une très bonne chose que le président Talon a mise en place pour pouvoir véritablement... En fait, je l'avais dit déjà sur le plateau une fois ici, que lors des campagnes, quand je voyais le couple dire « ça y est, le développement », on ne savait pas c'est quoi le contenu. Maintenant, ça se décline forcément maintenant. Et de sorte que ces artisans doivent maintenant frotter les mains. Vous demandiez tout à l'heure qu'ils apportent, qu'ils ont une contribution. Quelle sera leur contribution? Ils en auront forcément pour véritablement aider à l'institution qui vient d'être mise en place à atteindre ses objectifs. Parce que oui, si dans leur grande majorité, ils ne s'inscrivent pas dans cette dynamique d'aider à leur propre réussite, ce sera dommage pour eux et pour le pays. Donc, cette assurance qu'on leur accorde, ces pensions qu'il sera les leurs, ça dépendra aussi d'eux. Il va falloir qu'ils s'y mettent activement, être inventifs, créatifs, pour permettre que, oui, cette institution puisse aider l'État à engranger les moyens, parce que c'était de ça il est question. On ne va pas tirer du secteur de l'agriculture pour nourrir les artisans. Il s'agira d'eux-mêmes, parce que on parle tout à l'heure de se représenter dans les salons par les Made in Bénin. Effectivement, on a besoin de ça. Il va falloir que eux-mêmes, ceux de qui il s'agit là, qui puissent véritablement mettre en œuvre leur matière grise pour savoir que c'est maintenant ou jamais. À donner de la valeur à eux-mêmes par leur inventivité, leur créativité, mais je crois qu'au Bénin, on a des talents. Ils vont y arriver. On a vu, moi j'ai observé sur l'ONTB un monsieur de Ganvier, je crois, qui a inventé une bicyclette sur l'eau. Alors, par exemple, ces genres de personnes, les startups, il faut les promouvoir. Il faut protéger leur invention et faire en sorte qu'ils aient les moyens. Et ça, c'est déjà assuré par l'institution qui vient d'être mise en place, par le projet Arch. Ils auront forcément les moyens. Il va falloir qu'eux-mêmes s'y mettent davantage pour se donner les moyens de leur propre réussite, parce que les pensions à un certain âge, franchement, on en a besoin. Comme vous le dites, vous disiez si bien tout à l'heure, on les voit. Ils deviennent, excusez-moi l'expression, ils deviennent presque des soulards à un certain âge, parce que difficilement ils vont joindre les deux bouts, n'ayant pas préparé une retraite dans leur pleine forme. Et là maintenant, ils ont la chance plus que jamais de s'offrir une vie après un certain âge pour véritablement assurer le développement. Oui, rapidement. Moi, je pense que ça rentre dans la logique d'une justice sociale. Le président lui-même l'a dit. En fait, la matière, en fait, ça requiert l'esprit. Et donc, tout ce que l'esprit crée, c'est parfois inestimable. Et quand ces artisans-là font des créations, bien des productions artistiques, qui peut-être sont vendus à l'extérieur, mais il n'y a pas le retour. Il est en train de corriger un peu la vision ou notre imaginaire qui se dit il faut d'abord forcément travailler pour l'État avant de se garantir une certaine pension de retraite. Non, même si vous êtes dans l'artisanat et vous contribuez déjà, regardez 13% au PIB
C'est vrai que si on organisait, on structurait mieux cette corporation-là, ça pourrait majorer, ça peut doubler, ça peut encore tripler. Et on va utiliser l'artisanat comme levier de développement pour notre pays. Mais avant ça, comme vous l'avez dit, il faut miser sur le capital humain. Et miser sur le capital humain, c'est garantir les bonnes conditions de vie et de travail aux uns et aux autres, en tout cas ceux qui sont dans ce domaine-là, pour qu'ils puissent vivre véritablement de leur art, vivre de leur génie créateur. Merci à vous, Winner Innocent Godonou. Je vous rappelle que vous êtes journaliste. C'est votre intervention qui veut boucler cette émission. Vous étiez avec Cécile Tonoucoin, administrateur culturel. Merci. Et puis Nicolas Soukbetin, journaliste. Merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec moi, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de l'adhésion de Valentin Aditi Roudé, des membres de son parti à l'UP, le renouveau. Nous avons également abordé la mise en place des élus ou l'installation des élus de la Chambre des métiers de l'artisanat pour une nouvelle ère dans le sous-secteur. Ce sera tout pour ça, se discute de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelier-benin.com, notre page Facebook Etelier en direct, notre compte Twitter Etelier Live, notre chaîne YouTube Etelier Benin et en direct via notre application iOS et Android Etelier Benin. Etelier avec vous, pour vous.